Mesdames et messieurs, bonsoir et encore ravi de vous retrouver pour votre émission C'est Sans Tabou sur Canal 7. Eh bien, le thème de cette semaine, nous l'avions dit hier, quid de l'égalité des chances, un programme qui repose essentiellement sur 5 piliers, à savoir l'égalité des chances pour l'emploi et le logement, l'égalité des chances pour la formation et l'éducation, l'égalité des chances pour l'accès aux soins de santé de qualité, l'égalité des chances pour les femmes, égalité des chances pour le combat contre les privilèges. Alors, je le disais hier, tout au long de cette semaine, nous allons donc décortiquer ces différents piliers afin de mieux comprendre comment concrétiser cette égalité sur le terrain pour que la population gabonaise soit aujourd'hui bénéficiaire. Aussi, pour ce soir, nous allons nous appesantir sur l'égalité des chances pour justement le logement. Et pour cela, nous avons trois invités justement sur ce plateau. À ma gauche, nous avons Monsieur Brice Elvis Djodi, qui est secrétaire général au ministère de l'égalité des chances. À côté de lui, nous avons Monsieur Sanis Mindoubi, secrétaire confédéral de la COSIGA. Et à ma droite, nous avons Monsieur Pierre Mounanga, coordonnateur général adjoint 2 du bureau de coordination du PSGE. C'est bien cela, messieurs? Bonsoir à vous et puis encore merci d'avoir accepté notre invitation. Juste un rappel, en fait, nous avions également un conseiller du ministère de l'Habitat qui devait être présent ce soir, mais je pense qu'à la dernière minute, eh bien, compte tenu de son agenda rempli, eh bien, le conseiller au ministère de l'Habitat ne pourra nous rejoindre. Cela dit, messieurs, nous repartons justement. Le thème de ce soir est axé sur l'égalité des chances, notamment en ce qui concerne le logement. Déjà, d'entrée de jeu, le logement, l'accès au logement, comment l'appréhendez-vous, chacun pour soi? Bien, merci Madame Moulet, de me donner la parole en premier. Je voudrais d'abord définir ce que c'est que l'égalité des chances. Juste un petit rappel. L'égalité des chances est un principe qui est mis en place pour pouvoir permettre à tout citoyen de bénéficier des services publics, quelle que soit son appartenance religieuse, quelle que soit son ethnie, son appartenance politique, quelle que soit même sa morphologie physique. Donc, partant donc de ce principe, en ce qui concerne le logement, nous retiendrons que c'est d'abord une obligation de l'État que de pouvoir loger les populations de manière décente. Donc, vous comprendrez que dans ce principe, l'égalité des chances doit pouvoir prévaloir. Pour notre compte, nous avons donc pour mission une mission transversale qui concerne plusieurs départements, notamment celui de l'habitat. Et puis, plus loin, nous verrons comment est-ce que nous pouvons agir. Nous ne nous érigeons pas à la place des sectoriels, nous les accompagnons. Nous avons une mission de veille. Et lorsque cela est nécessaire, nous attirons l'attention de ces sectoriels sur les manquements qui peuvent être constatés en matière d'égalité des chances. Monsieur Mindoubi? Oui, merci encore Madame Moulet d'avoir confié la Confédération syndicale gabonaise à prendre part à ces instants. Le logement, oui, mais nous voulons parler réellement du logement du Gabonais. Nous voulons parler en français simple de là que doit habiter un Gabonais. La problématique que nous avions pu observer du côté d'Angondjé, lorsque certains y sont allés, effectivement, lorsque certains y sont allés, c'était de nous lancer à nous un signal fort sur le problème du logement dans notre pays. Et donc, nous en reviendrons tout au long de notre émission. Bien évidemment. Monsieur Mounanga, coordonnateur général adjoint 2 du bureau de coordination du PSGE, comment appréhendez-vous déjà, vous qui êtes responsable de ce PSG, comment appréhendez-vous ce logement, l'accès au logement? Merci Madame. D'abord, je pense qu'on est tous entre guillemets responsables du plan stratégique Gabon émergent, puisque c'est la vision qui est définie par le chef de l'État. Je dirais que la question du logement social, on l'a dit, c'est une question qui est cruciale, parce que c'est un des besoins fondamentaux de chaque Gabonais. On va avoir l'occasion d'en parler, mais déjà, il faut savoir que le bureau de coordination du PSG, que je représente ce soir, est un organe au service des sectoriels, qui sont chargés en fait de mettre en œuvre les politiques publiques en matière de santé, d'éducation, de logement. Et donc nous les accompagnons dans le cadre de leur mission pour s'assurer que chaque fois qu'ils posent un acte, qu'ils développent un projet, que ce projet-là est bien en cohérence avec le plan stratégique Gabon émergent. La vision du chef de l'État, donc, c'est de faire de ce septennat le septennat de l'égalité des chances.
Donc ça tombe bien que cette émission soit dédiée au logement, puisque c'est une question qui est cruciale pour chaque Gabonais. Et je pense que nous aurons l'occasion au cours de l'émission de débattre un peu plus en détail sur ces différents aspects. Alors, chers téléspectateurs, l'égalité des chances au niveau du logement, c'est donc le sous-thème de ce soir. Alors, pour participer ou encore apporter vos contributions, vous pouvez appeler au 04 91 97 97. Si vous êtes à l'étranger, eh bien, vous formez l'indicatif du Gabon qui est le 00 241. Vous pouvez également réagir en appelant. Oh là là. Ben voilà, quelques petits problèmes techniques. Eh bien, cela dit, nous poursuivons cette émission. Alors, je disais, chers téléspectateurs, vous pouvez également appeler ou réagir par SMS au 8877 ou encore sur nos comptes Facebook ou encore Twitter. Alors, messieurs, vous qui êtes là ce soir, le logement, c'est une préoccupation majeure pour les populations gabonaises. Alors, peut-être revenir un peu sur la procédure, comment devraient se faire les procédures en ce qui concerne les populations, comment ces populations pourraient faire pour bénéficier d'un logement décent. Bon, tout d'abord, je pense qu'il est donné à tout un citoyen gabonais de pouvoir postuler à l'attribution d'une parcelle ou d'un logement. Il y a toute une procédure, évidemment, qui était assez longue. Lorsque le président Ali est arrivé au pouvoir, il a fait le nécessaire pour que cette procédure soit écourtée en ce qui concerne l'attribution de parcelles. Le logement, effectivement, on parle d'un déficit de 160 000 logements au Gabon. Et évidemment, c'était un gros morceau. Le président Ali avait fait un programme sur 5 000 logements. Malheureusement, avec les pesanteurs que nous avons constatés, cela n'a pas pu se faire. Mais avec ce deuxième septennat, après que les études aient été faites, que tous les paramètres aient été réunis, je pense que nous pourrons suffisamment réduire ce déficit en logement. Faut-il que les populations s'inscrivent dans l'autoconstruction ou alors il faut que nous les accompagnions dans leur projet de construction de logement? Faut-il que l'État s'érige en constructeur de logements, comme ça a toujours été le cas avec les programmes menés par la Société nationale immobilière? Ce sont des questions qui ont été abordées. Aujourd'hui, je pense que l'appel a été fait au niveau des promoteurs pour que suffisamment de logements soient construits. Et il revient donc aux populations de formuler leurs demandes pour que, après étude, chacun puisse espérer être propriétaire. Alors, M. Mindoubi, vous qui êtes là pour le compte de la COSIGA, vous savez que les populations gabonaises ont des difficultés à se loger. Peut-être au niveau du COSIGA, comment pensez-vous résoudre peut-être ce problème? Qu'attendez-vous de l'État ou encore du ministère, par exemple, de l'égalité de chance? Oui, merci encore, Madame Patricia, pour dire que cette réflexion a été menée depuis les années 1970 par la COSIGA. Et ça conduit le gouvernement en 1973 à prendre un texte portant création de Fonds national de l'habitat. C'était une initiative de la COSIGA. Pourquoi? Effectivement, parce qu'il avait été constaté que les travailleurs qui sont dans le secteur privé avaient du mal à se loger. Et donc, ce texte a été mis en place avec autorisation, mandat donné à l'employeur de pouvoir, n'est-ce pas, prélever une valeur de 2% qui devrait reverser au FNH afin de pouvoir, n'est-ce pas, favoriser la construction des VRD, donc des voiries pour que, effectivement, la population soit logée. L'objectif du Fonds national de l'habitat, c'était de prévoir des parcelles qu'on devait donner à chaque travailleur pour que celui-ci puisse investir directement. Sauf que depuis 1973, que les employeurs ont commencé à se cotiser pour soutenir l'action du travailleur du secteur privé, jusqu'à ce jour, le bilan financier n'a jamais été fait. Et où est parti cet argent? Conclusion, il y a un préjudice qui est causé à l'égard, n'est-ce pas, du travailleur du secteur privé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la réflexion était menée pour que le logement soit donné à celui qui avait un salaire modeste. J'entends par là le SMIC, qui aujourd'hui est relevé à 80 000 francs, ou encore le salaire minimum mensuel qui est à hauteur de 150 000 francs CFA. Les logements qui nous sont proposés de nos jours, est-ce que ce sont des logements sociaux? Est-ce que ce sont les logements d'un haut standing? On propose un logement de 30 millions de francs CFA à quelqu'un qui a une valeur mensuelle de 150 000 francs CFA.
Supposons qu'on prélève simplement 50 000 francs CFA chaque mois pour quelqu'un qui doit payer un logement de 30 millions. Il va devoir payer ce logement pendant environ 50 ans. Donc, ça revient à dire que si celui-ci commence le travail à l'âge de 30 ans, il va atteindre les 60 ans, l'âge de la retraite. Il aurait déjà épuisé 30 ans. Les 20 autres années, son fils viendra payer un logement, n'est-ce pas, de 4 mètres carrés, ce qui n'est pas tout à fait normal. C'est pourquoi nous, Confédération syndicale gabonaise, après réflexion, avions pensé effectivement qu'il faudrait qu'on s'asseye avec le gouvernement pour débattre de cette problématique. Et d'ailleurs, les négociations que nous avions eues en 2013 avec le Premier ministre Raymond Donsima ont abouti à des conclusions qui ne sont pas appliquées. Entre autres, j'ai le document ici, ça c'est le rapport des travaux généraux des négociations au gouvernement, mais ce rapport n'a jamais été appliqué, madame. Nous y reviendrons, Monsieur Merci. Mindoubi. Alors, Monsieur Mounanga, coordinateur général adjoint du bureau de coordination du PSGE. Alors, c'est de dire un peu, c'est vrai que c'est un programme qui est là en place. Comment comptez-vous dérouler ce programme pour que les populations qui sont démunies, entre griffes, puissent bénéficier d'un logement décent? Bon, je pense qu'il y a deux aspects qui sont cités par M. Mindoubi et par M. Djodi. Il y a d'abord la possibilité pour chaque Gabonais d'accéder à une parcelle. Donc l'accession par la parcelle se fait généralement par régularisation d'une parcelle, puisque actuellement les parcelles mises à disposition ne sont pas en quantité suffisante. Un effort est fait par le gouvernement, mais le processus actuel, c'est beaucoup plus de la régularisation de parcelles. Ça se fait à travers l'ANUTTC. Et constatant ceci, les gouvernants ont décidé de considérablement simplifier la procédure de régularisation de ces parcelles. On était avant à des procédures de plus d'une centaine d'étapes, de signatures nécessaires pour obtenir son titre foncier. On est descendu aujourd'hui à 7 étapes. On était à plusieurs années pour obtenir un titre foncier. On a considérablement réduit ce délai à quelques mois. Donc il y a un effort qui est fait au niveau des procédures administratives. Bon, ce premier effort, évidemment, il doit être amplifié pour permettre à chaque Gabonais, chaque citoyen gabonais qui le désire, de pouvoir accéder à une parcelle. Ensuite, le deuxième point qui est soulevé, c'est de savoir si l'État doit mettre à disposition des maisons, et quel type de maison, et à quel prix. Monsieur Mindoubi l'a signalé, il y a cette difficulté de se dire quel est finalement le bon niveau de valeur de la maison que l'on souhaite mettre à disposition des gens, et si cette habitation correspond bien aux revenus de la personne. Évidemment, il ne s'agit pas d'asphyxier une famille en lui donnant des loyers qui sont trop importants ou des créances mensuelles à payer chaque mois pour accéder à son logement. Donc il y a un équilibre à trouver. Est-ce que tous les Gabonais souhaitent avoir une maison mise à disposition ou simplement une parcelle? C'est un choix. Chaque citoyen peut décider d'avoir uniquement une parcelle et puis de bâtir sa propre maison à son propre rythme, avec les matériaux qu'il aura choisis, avec la conception qu'il aura choisie. Donc ce qu'on souhaite faire à travers le PSGE, c'est donner le choix à chaque Gabonais d'avoir accès soit à une parcelle, soit pour un montant qui est fixé en fonction du type de maison, soit accès à une maison, mais toujours en adéquation avec ses revenus. Je pense qu'il y a aussi la question de l'accession à la propriété. Est-ce qu'à ce niveau, M. Mounanga, il y a quand même eu une communication, une sensibilisation sur le terrain pour mieux faire comprendre aux populations ce dont ils peuvent avoir droit? Je pense qu'aujourd'hui, chacun sait qu'il existe une agence, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, qui est chargée de mener d'accompagner chaque Gabonais dans ses démarches pour l'accession à une parcelle. Il y a une communication qui est faite. Je pense que chacun sait qu'aujourd'hui, l'ANUTTC, une agence qui se situe à Olomi, rend ce service à chaque Gabonais, et chaque Gabonais peut s'y rendre pour régulariser sa parcelle et enfin accéder à un titre foncier. Accéder à un titre foncier, c'est important parce que ça permet généralement, pour ceux qui ont droit, d'avoir accès à un crédit qui peut permettre ensuite de faciliter la construction de sa propre maison. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité faciliter l'accès au titre foncier des Gabonais.
Alors, Monsieur Midoubé, vous voulez ajouter quelque chose par rapport Oui, au propos de effectivement, ce j'avais une préoccupation par rapport aux différents éléments qui viennent d'énoncer, surtout sur l'obtention d'une parcelle. Je viens de dire que le Fonds national de l'habitat a engrangé des milliards de francs CFA depuis plus de 30 ans. L'État a pris cet argent. Le travail du secteur privé a déjà mis une épargne importante pour ne serait-ce qu'avoir une parcelle. S'agissant bien évidemment de la question soulevée sur l'attribution des parcelles, je voudrais poser la question de savoir... C'est moi qui pose les questions, Oui, non, je voudrais qu'il essaie de m'édifier sur cet élément, de savoir est-ce que le travail du secteur privé va encore payer une parcelle, étant entendu qu'il s'est déjà cotisé depuis plus de 30 ans. C'est une question à laquelle l'État se doit de nous donner des réponses. Et ce sont des milliards de francs depuis 1973. Monsieur Djodi, peut-être répondre à Monsieur Midoubé par rapport à cette préoccupation? Non, je ne pense pas pouvoir répondre à cette préoccupation. Cela du fait que ce n'est pas de ma compétence. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, au niveau du ministère de l'égalité des chances, notre mission consiste à veiller à ce que l'attribution de parcelles se fasse selon les normes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tous ceux qui doivent accéder à une parcelle ou à un logement puissent y accéder. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, au niveau des programmes dont je faisais état tout à l'heure, menés par la Société nationale immobilière, certains barons, entre guillemets, de la République se permettaient d'aller s'acheter 3-4 villas à la SNI parce qu'ils avaient les moyens. 3-4 villas, c'est certainement 2 ou 3 familles qui n'auront pas été logées décemment. Aujourd'hui, le président de la République, voyant tous ces manquements, a érigé donc l'égalité des chances contre les privilèges. Donc, il faudrait qu'il y ait certaine équité, que nous réduisions les inégalités, que tout le monde puisse accéder, tant qu'il présente toutes les conditions, à un logement décent. C'est à cela que nous nous attelons au niveau du ministère de l'égalité des chances. Lorsqu'il y aura un programme prochainement d'attribution de logements, le ministère de l'égalité des chances va s'adjoindre au sectoriel, c'est-à-dire au ministère du logement, qui sera maître de ce programme, pour pouvoir veiller à ce que tous ceux qui prétendront à un logement puissent y accéder s'ils présentent toutes les conditions nécessaires. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours contribuer en participant à cette émission au 04 91 97 97. Mais cela dit, messieurs, je vais vous inviter à suivre ce reportage, notamment du côté d'Angonje, dans la commune d'Akanda, où les squatteurs, justement, des logements d'Akanda étaient sommés de sortir, de déguerpir de ce site. Et ça a été donc une décision du ministère de l'Habitat. Les occupants des logements d'Alhambra à Angonje, sommés de déguerpir, se braquent sur leur position et disent ne pas vouloir libérer les lieux. Je suis gabonaise, je suis fonctionnaire, je suis numérée à l'État. Ça veut dire que si l'État a besoin de récupérer quelque chose par rapport à ma maison, je suis prête à donner quelque chose. Pour ces hommes et femmes, la décision de demeurer sur ces lieux s'explique. Nous avons fait la collecte des dossiers, nous avons rapporté cela au cabinet de Madame le ministre, qui était censé examiner dossier par dossier et ensuite donner une réponse favorable à ceux qui occupent. Et ceux qui ne répondaient pas aux critères, on devait les demander de libérer les lieux. À ce jour, nous n'avons pas eu le retour par rapport au dossier que nous avons déposé. Une situation pour laquelle les procédures ont été entreprises entre le ministère de l'Urbanisme et les habitants. Nous avons déposé les statuts, le règlement intérieur, avec l'accusé de réception du ministère de l'Intérieur, parce que tout ça, il fallait qu'on le fasse. La mairie a un exemplaire de tous ceux qui habitent ici et tous ceux à qui on a pris contact ont la situation de la cité. Donc ici, vous avez la présentation du collectif de la cité de l'émergence. La ténacité reste toutefois démise pour les occupants. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Moi, je dors avec la lampe tempête. Il y a même moi, je ne dors même pas avec la tempête, je dors avec le téléphone. Hein? C'est pas facile la manière que nous vivons ici. Les Gabonais qui veulent rentrer, nous foutent, nous, comme nous sommes les étrangers, alors que nous sommes aussi des Gabonais comme eux. Ils pourront vivre ce que nous vivons ici. Les autorités avaient fixé la date butoir au 15 novembre pour la libération de ces logements sociaux d'Alhambra et de Bikele, mais les habitants s'attendent toujours à une conciliation avec les responsables du ministère.
Voilà, messieurs, ce reportage est axé justement sur les populations d'Angondjé qui se braquent sur la décision du ministère de l'Habitat qui est celle justement de les déguerpir. Il faut quand même souligner que ces populations se sont installées là d'une manière anarchique. Monsieur Mindobi, peut-être un commentaire par rapport à cela? Oui, Madame Patricia, je suis bouleversé en tant que confédération syndicale gabonaise que je représente, étant entendu que ce sont des pères et mères de famille. Je reviens. Le problème du Gabon... Qui se sont installés de manière anarchique. Oui, on dit qu'ils se sont installés de manière anarchique. Mais comment le Gabon va justifier de plus de 30 ans d'argent disparu? Vous revenez sur ce thème, mais je vous rappelle que ce soir, c'est l'accès au logement. Madame, L'égalité des chances, je suis en train de parler logement. de l'égalité des chances. L'égalité des chances voudrait dire que monsieur qui a travaillé, s'est cotisé pour avoir, n'est-ce pas, une parcelle, il a le droit de bénéficier de sa parcelle. Les travailleurs du secteur privé qui m'écoutent ce soir savent de quoi je parle. C'est ce que vous Je dites suis en depuis train de tout à parler l'heure. en tant que confédération syndicale gabonaise. Je suis un porte-voix de ces travailleurs qui, en ce moment, il y a la grogne dans le secteur privé. Ils réclament leur argent. Et donc, par conséquent, parmi ces personnes que l'on pense que ce sont des squatters qui occupent des logements de manière anarchique, il y en a qui se sont cotisés depuis plus de 30 ans et qui sont allés à la retraite et n'ont jamais bénéficié. Oui, mais vous ne d'une pensez pas quelconque qu'il y a une parcelle. procédure quand même? Certes, il y a cette situation qui est là, mais il y a une procédure à suivre. Madame, il faut déjà rappeler que le respect bien ordonné commence par soi-même. L'État ne doit pas commencer à manger leur argent. C'est ce que vous estimez. Alors, Monsieur Mounanga, vous qui êtes le coordonnateur général adjoint du bureau de coordination du PSGE, qu'est-ce que ce bureau a prévu pour des situations comme celle que nous venons de suivre, par exemple? Oui, je vais d'abord répondre aux préoccupations de M. Mindoubi. Bon, je pense que le FNH a été géré par un certain nombre de personnes. Il faudrait discuter directement avec ces personnes-là pour savoir exactement ce qui a été fait, des fonds qui ont été alloués à la construction de maisons. Ce que l'on sait, c'est que l'ASNI a lancé de grands programmes de construction de maisons depuis sa création. Dernièrement, en 2012, elle a lancé un programme de 3800 logements sur l'ensemble du territoire. Donc c'est de l'argent qui est mis à disposition pour faire des voiries et des réseaux divers, pour faire des maisons, pour aménager des parcelles, pour faire du développement urbain. Donc c'est des moyens très importants qui sont mis à disposition. Cependant, on se rend compte de quoi lorsque l'on examine un petit peu la façon dont ces projets ont évolué, c'est que l'État, à travers les différents mécanismes dont vous avez parlé, a mis beaucoup d'argent pour créer ces parcelles, pour aménager ces terrains, pour construire ces maisons. Mais peut-être qu'aujourd'hui, avec les contraintes budgétaires qui se font jour, il est nécessaire de faire entrer d'autres acteurs dans le jeu de construction de ces logements. Le secteur privé doit prendre sa part, vous l'avez dit à travers le FNH, mais il y a probablement d'autres mécanismes qui permettent à des promoteurs privés de construire en lieu et place de l'État, qui n'a pas vocation à construire tous les logements pour l'ensemble de la population, et justement que l'État soit plutôt un régulateur, un facilitateur pour donner accès à des terrains, à ces promoteurs immobiliers qui souhaiteraient développer du logement social. Il y a aujourd'hui des nouvelles technologies qui permettent d'avoir des matériaux plus économiques, plus durables, et donc d'avoir des logements décents, durables, mais qui se font à des coûts relativement plus bas. Donc je pense que c'est vrai qu'on peut toujours se questionner sur la question du FNH, on peut toujours revenir aux années 70, mais maintenant on est là aujourd'hui face à un problème qui est un problème crucial pour les Gabonais. Il faut savoir si les mécanismes n'ont pas fonctionné, il faut alors s'interroger sur la création de nouveaux mécanismes qui vont permettre de financer ces logements. Et c'est dans ce cadre-là que le bureau de coordination travaille, c'est qu'en appui au sectoriel, notamment au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement, on souhaite justement proposer de nouveaux mécanismes qui vont permettre de favoriser la construction de logements sur le territoire national. Je pense qu'on doit tous se mettre autour de la table, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et indiquer que ce qui n'a pas marché, on le laisse de côté pour mettre en place de nouveaux modèles de construction pour c'est un problème tellement crucial que je pense qu'il faut éviter au maximum la polémique. Peut-être qu'il y a des erreurs qui ont été commises par le passé, mais il faut s'asseoir autour de la table, faire table rase de ce qui a été fait, et puis essayer de proposer de nouvelles façons de fonctionner.
Pour ce qui concerne le PSGE, le PSGE et puis la situation des squatteurs d'Angondjé, bon, déjà c'est des images qui sont difficiles à vivre parce que bon, ce sont des familles, ce sont des enfants qui peuvent être impactés. Ça peut avoir également des conséquences sur leur état de santé ou sur leur scolarité. Donc, ce n'est pas des situations qui sont faciles à vivre. En tant que BCPSGE, nous accompagnons le ministère de l'Habitat pour que des mesures d'accompagnement, justement, soient prises pour que, bon, force doit revenir à la loi. Ça, on le sait. On est dans un pays de droit, donc il faut que force revienne à la loi. Mais il y a un accompagnement social qui doit être fait et voir dans quelles conditions ces personnes qui squattent de façon illégale les logements peuvent être, d'une certaine façon, régularisées au cas par cas. Donc, dans ce cadre-là, nous accompagnons Monsieur le vice-premier ministre dans sa politique, qui est à la fois une politique, je dirais, de normalisation du secteur, parce qu'il faut des règles, il faut des normes, et en même temps, tout en ayant un regard social sur la question, et bien savoir que si des compatriotes arrivent à ce type de situation, c'est bien qu'il y a un manque criant de logements et qu'il faut trouver des réponses rapides et pratiques aux besoins des populations. Alors, de l'autre côté de la technique, on nous fait signe qu'il y a un téléspectateur qui va intervenir. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous qui sont sur la table. J'ai une question. Pourquoi dans un pays parle-t-on d'égalité de chance? Mais donc l'égalité de droit. Est-ce qu'on parle d'égalité de chance ou bien on parle d'égalité, ou bien on parle de droit? Et on a le droit d'avoir un logement. C'est dans l'obligation de l'État de trouver le logement forcément à la population. Et par contre, moi je voudrais poser une question au monsieur de l'égalité de chance. Depuis 2009, quel est le bilan? Quel est le bilan de l'égalité de chance? Pourquoi centrez-vous toute l'égalité de chance forcément à Libreville? Mais à l'intérieur du pays, on ne voit rien. Rien. À part ici, les logements, rien. À Boulendi, partout, il n'y a pas de logement. Tout est basé sur Libreville. Voilà. Merci encore pour votre contribution, monsieur. Il y a peut-être quelqu'un au bout du fil. On vous écoute. Bonsoir, monsieur. Ok, bonsoir. En fait, j'ai réagi par rapport au monsieur. J'ai réagi parce qu'il a dit que pour avoir le terrain, ça se fait en quelques mois. Or, moi, depuis le mois d'octobre 2013, je suis passé à l'agence, j'ai tout payé pour régulariser mon terrain. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucun titre foncier. Malgré les réclamations, rien à faire. Donc, quand il dit que c'est quelques mois, vous voyez, le mois d'octobre 2013, nous sommes en novembre 2016, vous voyez que ça fait plus de 3 ans quand même. Hein. C'était pour réagir par rapport au monsieur qui disait que dans l'agence, ça fait quelques mois, ça se réalise. C'était ça ma réaction. Je vous remercie pour votre émission. Encore un autre téléspectateur. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais sincèrement participer à cette émission parce que, bon, voilà, j'aimerais qu'on nous explique clairement toute la procédure parce qu'il faut que ces gens soient clairs. Toute la procédure, comment obtenir un logement. Clairement, c'est bien parce qu'il faut que nous, Gabonais lambda, nous sommes tous Gabonais, entre nous, il y en a qui n'ont jamais été à l'école, qui en parlent. Mais pas belle, qui ne comprennent pas. J'avais des mots faciles, des mots qui à faire, comment obtenir un logement. C'est quand même beaucoup trop quand même. Il faut que ces personnes soient claires dans la démarche, dans le processus, il faut que ça soit clair. Maintenant. Voilà, messieurs, je pense qu'il n'y a plus personne au bout du fil. Nous allons devoir continuer cette émission et puis peut-être répondre ou rebondir sur les suggestions, les contributions des uns et des autres. Peut-être l'égalité des chances, parce que le téléspectateur, justement, demande, on parle de droit, d'égalité de chances seulement à Libreville et à l'intérieur du pays. Qu'en est-il? Oui, effectivement. Je voudrais d'abord souligner que le ministère de l'égalité des chances n'existe que depuis 2014, janvier 2014. Donc, c'est depuis cette date que nous nous sommes attelés à constituer les éléments, c'est-à-dire le cadre juridique du ministère. Aujourd'hui, nous en sommes donc déjà à une phase de, d'érection des services. Le ministère vient à peine de se voir octroyer un bâtiment de 5 étages à Battery 4. Les services, comme vous le savez, tout a été remis un peu à plat parce que le gouvernement ayant connu
des changements au niveau donc, de la constitution du ministère. Nous avions à l'époque nous étions en charge des droits humains, ce pan nous a été enlevé. Nous avions le ministère nous étions en charge des Gabonais et des étrangers, ce pan aussi nous a été enlevé. Ce n'est pas une si mauvaise chose parce que le ministère ne fait que s'affirmer dans sa mission, qui est celle de l'égalité des chances. Aujourd'hui, le ministère mène donc des travaux pour la rédaction de la loi sur l'égalité des chances, la loi nationale de l'égalité des chances. Cela implique donc que plusieurs départements s'asseyent pour pouvoir ériger cette loi, qui doit être une loi forte. Donc, avant que nous puissions nous étendre sur l'étendue du territoire, le cadre juridique donc, devrait être mis en place. Effectivement, je comprends l'attente des populations. L'égalité des chances ne peut pas concerner que Libreville, je suis d'accord, mais les choses se font petit à petit. Et nous y arriverons, puisque dans l'organigramme du ministère est prévu des services territoriaux. Monsieur Mounanga, vous l'avez dit dans vos propos tout à l'heure que l'État est facilitateur en ce qui concerne l'acquisition des logements aux différentes populations. Alors vous avez entendu le téléspectateur tout à l'heure avoir des difficultés dans l'acquisition d'un titre foncier et il voudrait savoir quelles sont les procédures, comment faut-il procéder pour avoir un logement décent. Il veut vraiment être édifié par rapport à cela. Alors oui, je pense qu'il y avait deux questions. Il y avait une question sur la longueur des procédures pour l'obtention d'un titre foncier. C'est tout à fait ça. C'est la personne qui avait donc sollicité un titre foncier en octobre 2013 et qui en 2016 n'a toujours pas. Donc moi, ce que je lui conseillerais, c'est de se rapprocher des services de l'ANUTTC parce que c'est clair que 3 ans pour obtenir un titre foncier, c'est qu'il y a probablement un blocage quelque part. Alors, est-ce que c'est une pièce administrative qui est manquante? Mais je l'invite à se rapprocher des services de la NUTTC pour ces questions-là. Pour la question de l'accessibilité à un logement décent, c'est clair qu'aujourd'hui, ça reste difficile. On l'a rappelé tout à l'heure, on est à un déficit de 160 000, je dirais même jusqu'à 200 000 logements sur l'ensemble du territoire national. Donc clairement, il y a une pénurie. Bon, il y a 2 organismes qui existent aujourd'hui, qui ont été mis en place par l'État pour la création de parcelles et de logements. C'est l'ASNI, qui est l'opérateur historique, et plus récemment la SNLS. Mais la NUTTC a également une mission de création de parcelles. Donc ce que je conseillerais aux téléspectateurs, c'est de se rapprocher déjà de ces organismes-là et de voir quels sont les programmes qu'ils proposent et de voir si parmi les produits qu'ils proposent, il y a des éléments qui peuvent lui correspondre. Bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi la question de savoir, l'accession à la propriété, c'est un processus qui peut être long, parce que parfois c'est même le projet d'une vie. Avoir sa maison, ça peut être le projet d'une vie. Et l'État, en tant que facilitateur, doit permettre à l'ensemble de la population de pouvoir accéder à ce rêve, à ce projet. L'un des aspects qui, pour moi, pourrait être lancé, c'est d'une part de commencer à réguler un petit peu les loyers, notamment sur la capitale de Libreville. Parfois, il n'est pas normal qu'on ait des montants de loyers qui soient peut-être aussi élevés que ceux qu'on retrouve aujourd'hui, et qui ne permettent pas aux compatriotes de mettre de l'argent de côté et donc d'accéder ensuite à une parcelle et de construire leur maison. Donc il y a comme ça des mesures qui seront suggérées aux différents sectoriels pour, on va dire, normaliser, assainir un petit peu le secteur du logement au Gabon. Donc, d'une part, jouer sur la régulation des loyers pour arriver à réduire un petit peu les loyers, notamment au niveau de la capitale, et puis accélérer les programmes. Je le disais, il faut absolument trouver d'autres mécanismes de financement que les mécanismes de l'État. Le ministère de l'économie travaille sur ces différents aspects, sur des mécanismes innovants de financement, en étroite collaboration avec le ministère de l'Habitat et du
du logement social. Alors, par rapport à cette situation des squatteurs d'Angonje, ces derniers ont donc été reçus par le vice-premier ministre en charge de l'habitat et nous allons devoir suivre cette première réunion et ensuite la réaction également des squatteurs après cette réunion avec le vice-premier ministre. En présence d'un membre de son cabinet de la ministre déléguée en charge de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement, Bruno Ben Mbouamba a donné un autre préavis aux occupants des logements d'Angonje de Bikele au terme d'une rencontre entre les deux parties. Eh bien, le principe de ce report est acquis. Les occupants illégaux auront donc jusqu'à la fin du mois de novembre, début décembre, pour quitter Angonje et quitter Bikele. Le membre du gouvernement a également précisé qu'à la suite de l'arrêté qui va être signé, les mesures d'accompagnement seront mises en place pour les départs volontaires. Premièrement, nous allons bien entendu accompagner les départs volontaires parce qu'il y a déjà des départs volontaires que nous tenons à saluer. Et dans ces départs volontaires, il y a celles et ceux qui sont désormais prioritaires dans le cadre de la régularisation à suivre ces départs volontaires. Le vice-premier ministre a profité de cette rencontre pour lancer un appel aux ayants droit de ces logements sociaux. Les ayants droit qui n'auront pas rempli les conditions nécessaires de réacquisition de ces logements perdront automatiquement le bénéfice de ces logements qui seront réaffectés à celles et ceux qui en font la demande de manière légitime. Après ceux de Libreville, le patron de l'urbanisme au Gabon rencontrera les représentants des collectifs de l'intérieur du pays dans les prochains jours. Présente à l'audience accordée par le vice-premier ministre, la présidente du collectif de la Cité de l'égalité des chances d'Alhambra s'est dite édifiée sur l'action que souhaite mener le gouvernement. Nous sortons de cette rencontre avec une satisfaction parce que le vice-premier ministre s'est mis à la place de la population. Il a recadré nous qui sommes des squatteurs sur le bien fondé du droit et de l'état de droit. Représentant les occupants illégaux de Bikele, le président du collectif s'est exprimé sur les raisons de leur présence sur le site de l'État. Étant donné que le président a prôné l'égalité des chances, notre interprétation dans l'égalité des chances tendait vers le sens de pouvoir, nous aussi, entrer en possession d'un logement décent, pourvu que ce ne soit pas toujours les mêmes qui gagnent toujours, qui occupent toujours les cités. On peut citer 1, 2, 3, 4 cités qui ont été occupées par des hautes personnalités. Selon ses représentants, le message reçu sera fidèlement transmis aux occupants. Et à partir de là, nous allons sensibiliser les populations qui sont également des partenaires de l'État à mieux comprendre et à mieux se comporter sur un état de droit. Le nouveau préavis s'étend jusqu'en début décembre 2016 et les occupants illégaux sont désormais disposés à libérer les maisons. Ils espèrent cependant que ce délai sera respecté par le gouvernement. Alors après ces deux reportages, alors Monsieur Midoubi, vous avez suivi avec nous ces reportages, c'est dire un peu, aujourd'hui ces populations, c'est vrai qu'elles se sont installées d'une manière anarchique, mais après réunion avec le vice-premier ministre en charge de l'habitat, il y a apparemment eu un compromis, une compréhension entre les populations et l'État, notamment le ministère. Oui, madame. La question essentielle ici, c'est l'égalité des chances. Bien, moi, ma qualité de syndicaliste, je parle des problèmes du citoyen. La question essentielle, s'il faut que chacun ait un logement dans ce pays, pourquoi le faire à 30 millions? N'avons-nous pas du bois dans ce pays pour construire des logements? N'avons-nous pas de la terre que Dieu nous a donnée gratuitement pour construire à hauteur de 7 millions de francs CFA pour que chacun puisse se loger dignement? Pourquoi autant de services qu'on a actuellement dans notre pays viennent proposer des logements à des coûts élevés? Parler de l'égalité des chances dans ce cas de figure, excusez-moi, je ne suis pas trop politique, mais moi je préfère dire simplement que la loi donne l'obligation à l'État de s'occuper du citoyen. C'est une obligation pour le gouvernement de loger le citoyen. Le citoyen y a déjà contribué par le FNH. Mais on ne se limite pas là, il faudrait que l'État loge le citoyen. Madame, là ce n'est qu'un cas. Prenons un deuxième cas, les déguerpis. Lorsqu'on déguerpit quelqu'un le long de la route pour faire des travaux d'aménagement, vous savez ce que l'État fait?
l'État prend de l'argent pour donner aux intéressés, pour dire nous vous dédommageons pour l'occupation de cet espace, et on dit à l'intéressé, vous pouvez aller chercher notre terrain ailleurs. C'est l'État qui dit ça. Des mesures d'accompagnement, comme l'a dit le Oui, mais quand on parle de ministre. mesures d'accompagnement, l'État donne de l'argent et dit à l'intéressé d'aller chercher notre terrain ailleurs. C'est l'État qui dit ça. Un pays responsable. Alors, un État va prendre des individus, plutôt que de trouver un espace bien aménagé, donner des moyens aux intéressés pour dire nous vous donnons 6 mois pour sortir quelque chose de terre, voici une parcelle de terre parce que là vous ne serez plus dégarpis. L'État donne des moyens, dit allez-y chercher ailleurs et là qu'ils iront s'installer, l'État viendra encore casser parce que vous savez que notre État n'a jamais de plan. Monsieur Munanga, par rapport à cette situation évoquée par Monsieur Minoubi, peut-être accéder à une parcelle pour les populations qui sont souvent déguerpies au niveau du PSGE, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement ou qu'est-ce qui est prévu par rapport à de telles situations? Oui, je veux répondre au premier volet de l'intervention de M. Mindoubi sur la question de pourquoi est-ce qu'on se focalise sur des logements à 30 millions alors qu'il est possible avec des matériaux locaux d'arriver à construire des maisons à 7 millions. Mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour que s'il est possible de construire avec d'autres matériaux que les parpaings traditionnels, si d'autres matériaux peuvent être utilisés pour les constructions des logements, au contraire, il faut favoriser ces nouveaux types de matériaux. Le vice-premier ministre en charge de l'habitat a souhaité justement réactiver dans ce cadre-là le centre technique de l'habitat, justement, qui est un organisme public qui va travailler sur la mise à disposition de parpaings de qualité, parce qu'on se retrouve bien souvent avec des parpaings de très mauvaise qualité qui se cassent, qui n'ont pas les résistances nécessaires et qui contribuent à augmenter encore le coût de construction des maisons. Donc il y a cette volonté-là de faire pouvoir accéder aux populations à des matériaux de qualité, des matériaux locaux, donc moins chers. Et dans ce cadre-là, le ministère de l'Habitat travaille notamment avec la NGTI, mais également avec d'autres organismes de normalisation. Sur la question des déguerpis, c'est une question qui est également extrêmement importante. Libreville se développe, on a de grands projets d'infrastructure qui vont structurer, justement des projets structurants qui vont changer le visage de la ville, des voies de contournement, à la fois le contournement du bord de mer, mais également le contournement de Libreville, du PK15 jusqu'à Angondje, du PK15 jusqu'à Ovindo. On a également le fait qu'on va aménager les bassins versants de Guégué, les bassins versants de Terre Nouvelle, de Loé, bassins versants de Nzorion. Donc tous ces projets-là, on le sait, engendrent des déplacements de population qui souvent se sont installés dans des zones qui sont des zones inondables ou qui ne sont pas adaptées à de l'habitat. Donc, entre guillemets, l'État, justement, souhaite que ces conditions difficiles des populations s'améliorent. Est-ce que l'État pourrait également voir le coût élevé de ces habitations pour permettre à chacun d'avoir un logement? Justement, donc, sur certains projets, malheureusement pour des questions de rapidité de mise en place, parfois, à ces déguerpis, comme le disait M. Mindoubi, il a été proposé une indemnisation à hauteur de leurs biens. C'est-à-dire que l'État, par mesure d'accompagnement, même lorsque la personne s'est installée de façon, on va dire, non régulière, anarchique, n'a pas régularisé sa situation, n'a pas de titre foncier, l'État l'indemnise systématiquement. C'est ce qui s'est passé sur la nationale. Est-ce que c'est la meilleure solution? Nous pensons non. Il est nécessaire de prévoir des mesures d'accompagnement, mais parmi ces mesures d'accompagnement, il faut pouvoir prévoir des zones de relogement pour ces populations, des zones d'aménagement concerté, où les populations qui vont être déplacées vont pouvoir retrouver un cadre correct, décent, durable de vie. Et ça, l'État en est conscient, parce que ça coûte très cher d'indemniser, et donc il est plus intéressant pour le Gabonais d'avoir accès à une parcelle plutôt que d'être indemnisé et, comme le disait M. Mindoubi, se retrouver un petit peu dans le dénuement parce que, une fois qu'on a dépensé l'ensemble de son indemnisation, on a des difficultés à trouver un logement. Ça demande d'identification de zones
de relogement. Nous travaillons avec le ministère de l'Habitat sur ces questions-là. Nous étions en réunion cet après-midi même sur ces questions très importantes. Vous voulez rebondir? Oui, je voudrais compléter à ce que disait monsieur, pour dire qu'il y a une expression qui ne cesse de revenir un peu, les constructions anarchiques. Je voudrais quand même dire, ça nous blesse, nous qui habitons, n'est-ce pas, les bas quartiers de Libreville, comme les Akébé derrière l'hôpital, vous allez dans les PK, ça nous frustre sérieusement. Non, on parle d'installation anarchique. Installation anarchique, effectivement, madame. Mais je voudrais apporter une précision. Pour parler d'installation anarchique, il faut d'abord dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, un plan d'urbanisation de la ville, que les choses aient été régulièrement quadrillées par la loi. Mais Libreville n'a pas de plan. Comment on peut dire à quelqu'un qu'il s'est installé de manière anarchique? Où est le plan de la ville de Libreville, madame? Sauf si vous, ici, au niveau de Canal 7, vous avez peut-être le plan d'urbanisation de la ville de Libreville. Mais je crois, à ma connaissance, tous les citoyens le savent, il n'y a pas de plan d'urbanisation. La commune d'Akanda a quand même été organisée. Il n'y a qu'un Nzanyon qui avait été organisé. Peut-être à Kanda actuellement, mais ce n'est pas trop ça. À Kanda actuellement, puisque nous sommes dans le cas des squatteurs d'Akanda. Mais effectivement, madame, c'est pour dire que non. Les installations anarchiques, je souhaiterais, n'est-ce pas, que les techniciens, que ce soit du ministère de l'Habitat, comme du plan stratégique Gabon émergent ou de l'égalité des chances, n'est-ce pas, essaient de comprendre qu'il n'y a pas d'installation anarchique. C'est l'État qui n'a pas d'abord viabilisé la ville pour que les gens puissent construire normalement. Parce que si l'État avait fait des VRD et avait bien tracé la ville, je crois qu'il n'y aurait pas d'installation ou de construction anarchique. C'était seulement un complément. Merci. Monsieur Djodji? Oui, je voudrais rebondir sur ce que dit M. Monombi et surtout appuyer ce que disait M. Mounanga. Effectivement, les mesures d'accompagnement ont souvent été prises. Mais il arrive souvent, comme le disait M. Mounanga, que vu l'urgence, l'État préfère octroyer des moyens financiers pour que ces familles qui ont été déguerpies puissent se reloger selon leurs propres moyens. Mais je voudrais vous rappeler qu'il fut un temps où il y a eu plusieurs fois des déguerpissements, notamment à la vallée Sainte-Marie. Il y a eu des lotissements qui ont été préparés, notamment à Oungu. La cité d'Aoungu, le lotissement d'Aoungu a été réalisé pour pouvoir reloger les habitants de la vallée Sainte-Marie. Tout à l'heure, nous parlions, M. Mounanga parlait des bassins versants. Je me souviens, il y a quelques mois, et donc l'année dernière, on nous a été proposé au niveau du premier arrondissement d'être relogés ou de prendre de l'argent. Les populations se sont prononcées pour un relogement. Aujourd'hui, il y a un lotissement qui est en train d'être préparé au niveau de la plaine Aïmé. Et donc, c'est pour vous dire simplement que ça dépend de l'urgence qui prévaut au moment de la réalisation des projets. L'érection ou la réalisation des lotissements, ça ne se fait pas en quelques semaines. Il faut d'abord faire des études, il faut ensuite passer à l'étape des terrassements. Après ça, il faut organiser l'espace pour pouvoir faire des attributions, pour qu'il n'y ait pas de chevauchement au niveau des attributions. Peut-être le temps pour nous, avant d'arriver à la fin de cette émission, prendre quelques téléspectateurs qui veulent également réagir. Monsieur, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi les Gabonais veulent vivre hors la loi. Et l'État, dans tout ça, laisse faire. Ce n'est pas normal. Quand on met quelque chose en place, on doit pouvoir suivre et informer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on se tirait de gauche à droite, on ne sait plus comment ça se passe déjà les terrains. Pour avoir un terrain au niveau de Libreville, on dit chacun doit se débrouiller pour avoir un terrain. On dit, vous avez un terrain, il faut aller à la NUTT, demander, ouvrir la procédure. Et lorsque vous arrivez là-bas, je vous assure que c'est difficile. Vous écrivez, on est incapable de vous, comment dirais-je, de vous répondre par écrit. Vous faites de va-et-vient, de va-et-vient, de va-et-vient. Vous comprenez? Donc nous sommes dans un flou total. C'est un problème important que l'État doit prendre vraiment en compte pour que le Gabonais soit situé clairement. Sinon, on ne s'en sortira pas. Chacun veut tirer de son côté, la population agit à sa manière, l'État aussi. Donc, on est vraiment dépassé. Merci. Je vous en prie. Monsieur, madame, bonsoir.
je voudrais réagir à propos de l'émission. Donc, pour moi, déjà, l'accès au logement, je voudrais surtout plus parler de l'égalité des chances. Je ne sais pas si le président nous écoute. Lorsqu'on sait que le Gabon est un pays de droit, tout le monde a le droit au logement, à l'éducation, à toutes les choses que vous pouvez penser. C'est tout? Voilà. Messieurs, vous avez écouté, peut-être rebondir sur ces préoccupations des populations. Peut-être, Monsieur Mounanga, pourquoi cette difficulté pour les populations d'accéder à un logement ou d'accéder aux différentes procédures? En fait, la dame qui intervient, elle éprouve d'énormes difficultés pour accéder justement à un logement à travers, je pense, les poursuites, la démarche administrative, si j'ai bien compris. Bon, je pense, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, que la normalisation de ces procédures est en train de se faire. Il y a un effort, je disais, considérable qui a été fait pour réduire en moyenne de façon importante la durée nécessaire pour obtenir un titre foncier. Il y a encore des lenteurs administratives. Parce que la demande est importante, hein, comme on l'a noté, elle est très forte. On a parlé de 200 logements qui manquent au niveau national. Donc la pression est importante sur une administration, donc l'ANUTTC, qui existe depuis quelques années et donc qui doit également trouver son rythme de croisière pour répondre justement à la demande forte des populations. Bon, c'est en train de se mettre en œuvre. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Une réforme de l'ANUTTC est prévue dans le programme des 100 jours de Monsieur le Premier ministre. Donc je pense que tous ces aspects-là seront abordés justement dans ces réformes pour qu'on puisse accélérer les procédures d'accession à la propriété. Je voulais juste interagir avec Monsieur Mindoubi sur la question de l'installation anarchique. Monsieur Mindoubi, on est là, bon, c'est l'émission Sans Tabou. Des compatriotes qui s'installent sur la route, qui installent leur bâtiment ou leur maison sur la route ou dans un nid de rivière, sachant très bien quelles sont les conséquences. On en a vu. Les inondations qui ont eu lieu récemment en Gondje l'ont montré. On a été obligé de casser certaines clôtures pour laisser la rivière suivre son cours. Et ça, c'est pas l'État qui est complètement fautif. Les populations aussi, parfois, ont des comportements qui sont tout simplement dangereux pour elles-mêmes et pour leurs compatriotes. Le fait qu'on ne respecte pas l'environnement, qu'on se retrouve avec des lits de rivières qui sont complètement bouchés, des ouvrages hydrauliques complètement bouchés par des déchets, ça non plus, ce n'est pas l'État, c'est un manque de discipline de nos compatriotes qui pensent que l'environnement leur appartient et qu'on peut y faire ce qu'on veut sans aucune conséquence. Malheureusement, la nature revient. On est dans un pays qui est parcouru par des cours d'eau de part en part. Si on ne respecte pas ces différents cours d'eau, malheureusement, on s'expose à des conséquences qui sont extrêmement graves et tristes, dramatiques. Voilà, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Peut-être un mot de fin pour chacun? Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je voulais dire très rapidement, effectivement, que le ministère de l'égalité des chances commence à prendre corps. Le cadre juridique, je le disais, a été déjà établi. Les structures vont être mises en place incessamment. Déjà, nous notons une forte demande en matière de plaintes de la part des populations. Nous essayons d'y apporter des solutions en impliquant tous les sectoriels. Parce que le ministère, je vous le dis, est un ministère à mission transversale. Nous ne nous dirigeons pas à la place des sectoriels. Nous les accompagnons et nous veillons à ce que tout soit fait selon les normes édictées par le principe d'égalité des chances. Monsieur Mindoubi, votre mot de fin? Oui, merci madame. Au terme de ce moment, je souhaite dire qu'il serait souhaitable que l'État donne la parcelle à chaque citoyen. C'est un droit et c'est une obligation pour l'État de le faire. La deuxième des choses que je voudrais aussi dire, c'est que la société, l'ANUTTC, en charge de la codification des différentes parcelles, doit faire dans le juste milieu et dans le principe du droit. Parce qu'effectivement, il y a un peu des actes qui ne sont pas corrects sur le terrain. La troisième des choses, c'est que nous demandons un audit du Fonds national de l'habitat
Et on doit faire un état récapitulatif des fonds qui ont été pris depuis 1973 à ce jour, parce qu'il y a des employeurs qui continuent à payer. Et on ne va pas payer le secteur privé, ils n'ont pas de prime de logement ni d'indemnité de logement, alors que l'agent public de l'État, le fonctionnaire, en possède. Demander aussi effectivement qu'il soit attribué de logements véritablement sociaux, c'est-à-dire fait avec des matériaux locaux, entre autres le bois ou encore la brique de terre. On n'a pas besoin des briques qu'on veut nous faire ramener d'un autre pays, mais c'est vraiment cela le souhait de la COSIGA. Merci, madame. Je vous en prie, monsieur Mounanga, votre mot de fin? Oui, donc rapidement pour conclure, c'est d'indiquer donc en effet, chaque Gabonaise a droit à un logement décent, durable, sans oublier tout de même que nous vivons dans un état de droit. Et force revient à la loi, on l'a indiqué, que ce soit à la fois pour les squatteurs qui, je pense, après leur réunion avec monsieur le vice-premier ministre, ont bien compris la démarche qu'ont eu les autorités et ont apprécié les mesures qui ont été prises. Ou alors dans l'installation anarchique, je pense, comme on l'a dit, que des plans vont se mettre en place, un schéma directeur pour la ville de Libreville va être mis en place, mais il faut que chaque concitoyen puisse le respecter dans les règles et dans la norme. Merci bien, messieurs, d'avoir encore accepté notre invitation. Nous avions ce soir monsieur Sanis Mindoubi, qui est secrétaire confédéral de la COSIGA. Nous avions juste à côté de lui monsieur Brice Elvis Djodi, secrétaire général au ministère de l'Égalité des chances. Et à ma droite, nous avons monsieur Pierre Mounanga, coordonnateur général adjoint 2 du bureau de coordination du PSGE. Merci encore, messieurs. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir apporté votre contribution ou encore vos suggestions. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h54. Au revoir et bonne soirée sur Canal 7.